Le conférencier, c'est Pascal Junot, qui est cryptographe chez Snap, entreprise américaine qui a récemment ouvert son centre de développement à Y-Park. Pascal Junot est un ancien professeur de la HEIGVD, puisqu'il a quitté, je crois que c'était en juin 2017, donc c'est tout récent, et il faisait partie du département des technologies de l'information et de la communication. Donc ce fameux département dont fait partie Eduardo Sanchez et André Pérez Uribe, et où les collaborateurs sont assimilés à des moutons à 5 pattes. Cryptographe et spécialiste en sécurité informatique, et puis là je vous invite à vous méfier un petit peu de lui parce qu'il est capable en quelques secondes de pirater l'ensemble de vos téléphones portables et autres outils que vous avez sur vous. Il nous en a fait la démonstration lors du souper de Noël l'année passée. Donc il va nous parler des mythes de la cybersécurité, de monnaie électronique et de vote électronique. Ok, bonjour à tous. Alors, je vais d'abord commencer par vous annoncer que vous avez tous été victimes d'une fraude. En fait, donc qu'on soit clair, donc mon employeur effectivement c'est Snap, mais moi je vais parler de mon nom personnel. Comme ça, je pourrais dire beaucoup plus de bêtises et des horreurs que j'aurais pas le droit de dire si je parlais au nom de Snap. Alors, moi je vais vous parler un petit peu de quelques mythes dans le domaine de la cybersécurité. Et j'ai décidé de structurer ma présentation en fonction d'une chronique de Philippe Nantermo, qui est un conseiller national valaisan bien connu, aussi accessoirement vice-président du PNR, qui a écrit une chronique qui a attiré mon attention parce qu'elle était relativement à contre-courant de ce qu'on peut lire dans la presse ou dans les médias. C'était juste après les attaques du ransomware WannaCry, donc cette espèce de virus informatique qui se propageait de manière automatique et qui chiffrait les disques durs de ses victimes en promettant contre une rançon en Bitcoin, on va dire sur Bitcoin, donc de les déchiffrer. Et ce que disait Philippe Nantermo en une phrase, c'est que finalement, ces cyberattaques, c'est vraiment pas la fin du monde. Beaucoup de personnes crient au loup, mais méfiez-vous, ceux qui crient au loup, c'est en général ceux qui veulent vous vendre des services ou bien leurs produits. En passant, il taclait aussi André Kudelski, qui est membre du même parti, puisque André Kudelski avait dit le jour où il y aura un Hiroshima ou un Fukushima en matière cyber, il y aura une vraie prise de conscience, sous-entendant que cette prise de conscience n'est pas encore vraiment là. C'est assez intéressant parce que finalement, ça soulève la question, est-ce que ces cyberattaques sont vraiment importantes? Est-ce que ça joue vraiment un rôle? Ou bien finalement, est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu tout ça? Donc, j'ai juste proposé 3 chiffres, dans 3 cas particuliers qui se sont passés cette année ou bien en fin d'année passée. Quand Yahoo s'est vendu à Verizon, au tout dernier moment, ils ont dû accepter un rabais de 300 à 400 millions de dollars sur le prix de la transaction. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait hacker leur base de données, de mots de passe d'utilisateurs à 2 ou 3 reprises. Donc là, on voit tout d'un coup qu'il y a quand même pas mal de sommes qui sont en jeu. La semaine passée, on a entendu que Maersk, peut-être que vous ne connaissez pas Maersk, mais Maersk c'est une des plus grandes entreprises de logistique au monde, c'est celle qui va router tous les containers dans les ports du monde entier, a annoncé dans ses résultats annuels une perte estimée à environ 300 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes d'un virus informatique, Petya en l'occurrence, et donc typiquement le port de Los Angeles a été pour eux paralysé pendant 2 semaines. Donc de nouveau, on peut se poser la question de savoir si ces cyberattaques sont vraiment si importantes que ça ou pas. Bon, moi j'ai mon opinion là-dessus. Et finalement, le 3e cas que j'aimerais souligner, c'est le cas de Ruag, qui nous concerne de plus proche, puisque l'année passée, on s'est rendu compte que Ruag, donc, qui est une entreprise qui fabrique de l'armement et qui appartient principalement à la Confédération, a découvert que ces systèmes informatiques étaient corrompus, enfin étaient sous attaque depuis au minimum 2014 et peut-être même avant, au moyen d'un malware qui était extrêmement sophistiqué. Donc finalement, même si la cybersécurité c'est peut-être pas si important puis qu'on en fait des montagnes, enfin voilà,
peut-être que c'est quand même un petit peu important. Alors, j'aimerais juste commencer à discuter mon premier mythe. Le premier mythe que je vais discuter, je vais en discuter deux. Le premier, c'est que finalement, c'est pas si grave. L'évolution de la technologie va nous aider à relever le niveau, ce défi de la cybersécurité. Et puis finalement, ce n'est qu'une histoire d'inventer, d'appliquer de la bonne technologie pour résoudre ce problème. Donc, on va parler de deux thèmes principaux. Alors, le premier thème, c'est la sécurité qui va nous être apportée, ou qu'on nous promet être apportée par les technologies de la physique quantique. Alors c'est extrêmement intéressant parce que, de nouveau en Suisse, on est à la pointe de ces développements. On a notamment le groupe à l'Université de Genève du professeur Gisin qui a, dès les années 95, développé des techniques de cryptographie quantique, etc., avec une start-up qui a beaucoup de succès. Et on peut se dire, finalement, dans quelques années, on aura un Ethernet quantique qui sera parfaitement sécurisé et il n'y aura strictement aucun problème de sécurité. D'ailleurs, on nous a annoncé il y a quelques semaines que les Chinois ont réussi à faire la première communication quantique entre un satellite et le sol. Donc voilà. C'est même... ce qui est assez intéressant, c'est que la physique quantique permet aussi, un petit peu paradoxalement, d'inventer des attaques qui seraient dévastatrices. Donc, ce qu'on peut lire typiquement dans certains rapports à destination des banques, c'est qu'il y a environ une chance sur deux pour qu'un ordinateur quantique existe en 2030. Et l'ordinateur quantique, c'est un petit peu l'horreur pour tous les cryptographes du monde entier. Pourquoi? Parce que ça signifierait que tout un pan de la cryptographie classique s'écroulerait, notamment tout ce qui concerne certains problèmes difficiles qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui efficacement avec des ordinateurs classiques, mais qu'on pourrait faire ça, qu'on pourrait résoudre avec des ordinateurs quantiques. Alors, d'un côté, on nous promet énormément, de l'autre côté, on nous fait peur en disant que, attention, l'ordinateur quantique arrive, donc il faut basculer dans le domaine de la cryptographie quantique. Après, ce qui est intéressant, c'est que cette prédiction elle a été faite par un professeur de l'université de Waterloo, mais qui est aussi cofondateur d'une entreprise qui vend de la cryptographie quantique. Donc, on peut commencer un petit peu à lever les sourcils. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez intéressant. Si vous demandez leur avis à des gens qui travaillent peut-être un petit peu plus, qui ont un peu plus l'habitude de travailler dans la vie pratique, dans le cadre d'entreprise et tout, vous remarquez que c'est une position qui est extrêmement discutée. Par exemple, il y a le week-end passé, je lisais une prédiction de Kenny Patterson, qui est un cryptographe qui s'occupe de prouver la sécurité du protocole TLS que vous utilisez tous les jours, qui disait moi j'estime à une chance sur 10 que je vois un ordinateur quantique casser des clés qui font du sens de mon vivant. Donc, dit une chance sur 10 de mon vivant versus une chance sur 2 en 2030, vous voyez que le spectre est relativement large. Une autre technologie qui arrive de plus en plus dans le domaine, on en a déjà largement parlé aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc on nous dit que l'intelligence artificielle est cruciale à la cybersécurité. Alors oui, effectivement, dans certains cas, l'intelligence artificielle va nous aider à résoudre un grand nombre de problèmes qui sont qu'on peut difficilement faire avec des humains. Par exemple, typiquement, tout ce qui est l'analyse d'un grand nombre de données pour en tirer des décisions, comme dans le Gadget Guardian. Par contre, ce dont on parle très rarement, c'est que l'intelligence artificielle, c'est aussi un programme informatique, et puis un programme informatique, d'une certaine manière, on peut aussi essayer de l'exploiter à des fins malicieuses, ou on peut essayer de l'attaquer. Et donc, aujourd'hui, on voit des domaines de recherche émergents, mais qui commencent tout juste à poindre, qui sont comment développer une intelligence artificielle, ou des algorithmes de machine learning, qui seraient résilients à une utilisation en face d'un adversaire qui chercherait à exploiter ses points faibles. Et ça, on est uniquement au tout début de ce genre de réflexion. Donc, de nouveau, l'intelligence artificielle, ça peut aider à résoudre des problèmes, mais probablement que ça, on va en générer des nouveaux qui vont devoir de nouveau être résolus. Alors,
la technologie, donc ça c'est plutôt mon avis, la technologie existante, elle est là. On a beaucoup de technologies qui ont été conçues dans les universités, qui sont sur les étagères. Après, c'est plus tellement un problème technologique aujourd'hui, on en a assez de la technologie, mais c'est plutôt les aspects légaux, les aspects de régulation, les aspects de responsabilité des constructeurs, par exemple, d'objets connectés. Aujourd'hui, une brosse à dents connectée, ma foi, si elle a des vulnérabilités informatiques, le fabricant il s'en fiche parce qu'on ne va jamais aller courir après lui pour lui demander des comptes. C'est aussi surtout un problème d'accessibilité de cette technologie. Aujourd'hui, il n'y a peut-être que des entreprises qui ont des gros moyens qui peuvent se payer des technologies de cyberdéfense, enfin de défense contre les cyberattaques. Mais pensez peut-être à toutes les petites PME qui, certes, ont quand même des systèmes informatiques et puis doivent se protéger également contre les mêmes menaces que des multinationaux. Et puis une troisième chose qui pose quand même relativement de soucis, c'est le nombre d'ingénieurs en sécurité qualifiés qui sont disponibles sur le marché. Alors si vous travaillez dans une entreprise qui cherche à engager des ingénieurs en sécurité aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas sur le marché. Ils s'arrachent. Ces ingénieurs, les entreprises se les arrachent. Et donc on a un gros problème de personnel qualifié qui est à disposition et qui est capable de remplir cette mission d'assurer la cybersécurité dans les administrations et dans les entreprises. C'est pour ça que quand notre conseiller fédéral Guy Parmelin dit qu'on va engager vite une centaine de spécialités de sécurité informatique pour régler les problèmes de la Confédération, ça fait un petit peu sourire parce que s'il arrive à engager 2 à 3 par année, ça sera déjà une sacrée belle performance. Le deuxième mythe que j'aimerais, et le dernier mythe que j'aimerais aborder, j'espère que je ne vais pas trop déborder, c'est qu'un logiciel système open source est nécessairement plus sûr. Donc là, je vais évidemment peut-être pas me faire des copains dans la salle, je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas, mais simplement j'aimerais générer quelques réflexions de votre côté. Donc je vais juste traiter 2 thèmes qui sont très actuels. Le premier thème, c'est le thème du Bitcoin, des monnaies cryptographiques qui sont en train d'émerger de manière exponentielle. Et le deuxième thème, c'est le thème du vote électronique. Et on va voir en fait que ces 2 systèmes ont des propriétés qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Donc, si on s'intéresse au Bitcoin, c'est un système monétaire ou une monnaie électronique qui est complètement ouvert. Tous les codes sources sont disponibles sur le net gratuitement. Tous les protocoles sont complètement décrits, etc. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un système qui est complètement décentralisé, n'est-ce pas? On n'a pas, comme par exemple en Suisse, une banque centrale qui a une prérogative pour émettre de la monnaie. Ici, pour créer de la monnaie, c'est en fait le mécanisme de création de monnaie repose sur des mathématiques, et c'est un système qui est extrêmement distribué. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'ordinateurs, de personnes qui sont dans ce système partout dans le monde. Et on peut se poser, c'est peut-être le rêve de certains acteurs de ce monde du Bitcoin, on pourrait imaginer que dans le futur, ce système Bitcoin soit plus stable ou plus fort que n'importe quelle monnaie nationale, y compris le franc suisse. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas d'une entité centrale qui pourrait décider du jour au lendemain de dévaluer la monnaie pour des raisons politiques. Alors, est-ce que le Bitcoin va nous offrir plus de sécurité dans notre vie de tous les jours? Peut-être, j'en sais rien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les fraudes dans le monde du Bitcoin, elles sont aussi présentes que dans le monde réel. Vous pouvez simplement faire une petite recherche sur Internet. Il y a des millions de bitcoins qui sont volés chaque jour, puisque ça consiste simplement à hacker un ordinateur ou récupérer un mot de passe d'un porte-monnaie. Et puis, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a certains criminels qui sont arrêtés, et puis on se rend compte qu'ils ont carrément créé une entreprise ou un service d'échange de bitcoins pour permettre de blanchir des centaines de millions de bitcoins qui ont été volés dans une autre opération. Donc vous voyez finalement que cette sécurité, elle est là, elle est encore pas là. Peut-être qu'on verra dans le futur comment ça se développe. Et puis finalement, le dernier thème que j'aimerais traiter, c'est le vote électronique.
Pourquoi? Parce qu'il y a à peine 2 semaines, encore la chancelière du canton de Genève qui a annoncé sur son profil LinkedIn qui rappelait que Genève ont été des précurseurs, le canton de Genève était des précurseurs en matière de vote électronique. Ils ont fait développer un système qui vendent aux autres cantons, etc. On parle beaucoup de ce vote électronique pour qu'il s'applique de manière plus généralisée en Suisse. Et effectivement, ils ont fait un pas quand même relativement important, puisqu'ils ont décidé de publier le code source de ce système de vote électronique de manière en open source, c'est-à-dire que n'importe qui est capable d'aller lire les spécifications du système. Donc il y a un document de 143 pages, plein de formules mathématiques super qui a été publié. Il y a le code source d'un prototype qui est disponible, donc chacun peut l'auditer. Et ce qui était mis en avant, c'était qu'on est open source, donc forcément, plus de transparence. Elle nous dit que la transparence et l'open source sont cruciaux et vitaux pour la démocratie, notamment en termes de vote électronique. Alors, là, j'aurais personnellement rajouté un gros bémol. C'est pas parce qu'on a des spécifications qui sont publiées avec des centaines de pages de mathématiques ou des dizaines de pages de mathématiques très complexes. Alors il faut aimer, hein. Étant cryptographe professionnel, j'ai évidemment été regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est le résultat d'un travail de recherche par des collègues à la BFH qui ont dû travailler 2-3 ans à temps complet là-dessus pour faire ce système. C'est vraiment pas facile à lire. Et donc je suis en train de me dire que si un cryptographe professionnel a de la peine à comprendre, ou disons, on va dire, doit engager beaucoup de temps pour comprendre et s'approprier le système. Donc ça veut dire qui finalement sera capable d'auditer ce système à la fin. Il y a peut-être 20 personnes en Suisse qui ont les outils et l'expérience nécessaires pour le faire. Et il ne faut pas se leurrer, ce système c'est du software, c'est du Java, là, le cas échéant, qui tourne dans une machine virtuelle Java qui sera forcément plus ou moins ouverte, voire complètement fermée, qui elle-même tourne sur un système d'exploitation qui sera peut-être fermé ou peut-être ouvert, ça sera peut-être du Linux si on a de la chance, mais ce système d'exploitation il tourne sur un processeur qui lui sera complètement fermé. On commence à découvrir qu'Intel met des petits processeurs sous le processeur qui ont un accès complet à tout, donc qui potentiellement sont aussi hackables ou exploitables par le gouvernement, etc. On peut se poser la question, mais même qui est-ce qui m'a vendu le processeur sur lequel je trouve mon vote électronique? Donc c'est pas parce que juste un tout petit bout du soft est ouvert que tout le système est ouvert et auditable. Et la question qu'on peut se poser, c'est qui est capable et qui va auditer ça? Est-ce que c'est les citoyens? Moi je pense pas, parce que après une demi-heure, ça m'a fait peur, et je pense qu'il n'y a personne qui a osé regarder ça vraiment en détail et passer plusieurs semaines sur son temps libre pour auditer ce système. Donc le problème finalement, c'est pas tellement est-ce que ce système de vote électronique est sûr ou pas. Peut-être que dans 10 ans, on pourra atteindre une sécurité qui sera acceptable. La question, c'est quelle confiance on peut mettre là-dessus le jour où on aura un doute sur le résultat d'un vote. Et c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis pendant les élections présidentielles. Il y a de gros doutes que les Russes ont cherché ou tenté ou réussi à influencer un certain nombre de votes dans certains États, et la CIA a fait son rapport, la NSA a fait son rapport, etc. Et donc, le simple fait de jeter le doute sur le système, ça implique qu'on doit pouvoir lever ce doute, et dans le cas d'un système qui n'est pas manuel, lever ce doute, c'est virtuellement impossible. Donc là, contrairement au Bitcoin, notre système de vote électronique, on part de quelque chose qui est extrêmement distribué, que ma fille de 12 ans peut comprendre, c'est des additions, qui sont faites dans chaque village, dans chaque bureau de vote, et puis après qui sont agrégées, etc. En un système qui est extrêmement complexe, que très peu de monde, si personne est capable de comprendre de A à Z et d'auditer de A à Z, donc on peut se poser la question de, voilà, qu'est-ce que ça amène en termes de cybersécurité, ou en termes de sécurité, ou en termes de démocratie in fine. Ce matin à 10h, Le Monde disait que les données de 1,8 d'électeurs américains exposés par un constructeur de machines à voter, il n'y a pas seulement les protocoles et on va dire toutes les machines qui font tourner ces programmes qui doivent être sûrs, il y a aussi la façon dont elles sont opérées, évidemment,
il y aura quand même des manipulations faites par des êtres humains qui peuvent faire des erreurs. Donc voilà. Donc c'est plutôt là-dessus, je pense qu'en tant que citoyen, on doit se poser des questions et tenter d'y répondre. Donc, quand Philippe Lantermont, et là je vais terminer mon intervention, nous disait pour l'anecdote, les fraudes électorales vanessa n'ont pas été commises par des anonymous, mais par des citoyens munis de bons vieux bulletins en papier et de timbres postaux, c'est à mon avis plutôt une chance. Et la preuve, c'est que ces fraudes ont été découvertes, on a pu les auditer, on les a comprises, on les a identifiées, et on a la parfaite preuve que ça n'a pas influencé le résultat final. Est-ce que ça aurait été possible de le faire dans le cadre d'un vote électronique? Poser la question, à mon avis, c'est y répondre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, il n'y a pas que des questions, évidemment. On se demande bien pourquoi Snapchat a besoin de nous. Il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question eux-mêmes. C'est pas à moi de répondre à ça. La crypto-monnaie permet aux cybercriminels d'encaisser l'argent escroqué. Donc effectivement, on voit que beaucoup d'activités cybercriminelles passent par ces crypto-monnaies, mais quelque part, je ne pense pas que ça soit une propriété qui est uniquement propre aux crypto-monnaies. Je veux dire, parler de blanchiment d'argent dans le réseau traditionnel des banques, c'est pas quelque chose dont on a jamais entendu parler ces 100 dernières années. Donc, quelque part, c'est un peu comme un système, n'importe quel système, on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient, c'est pas différent pour les crypto-monnaies. Ça, c'est très clair. Avec les blockchains, on parle de révolutionner les modes de transaction. Est-il envisageable que des banques de malfrats se substituent au gouvernement? C'est un petit peu la question qui est soulevée par le fait que les crypto-monnaies sont des systèmes qui sont complètement distribués. Est-ce que finalement, on peut imaginer que s'il y a une majorité de personnes qui réussissent à prendre contrôle du Bitcoin aujourd'hui, donc il faut plus que 50% plus un player dans le jeu pour qu'on puisse commencer à manipuler le Bitcoin, alors oui, ça pourrait être complètement... on pourrait partir en vrille avec le Bitcoin. Après, ceci dit, c'est qu'il y a tellement de joueurs qu'il faudrait vraiment réussir à manipuler beaucoup de monde, en fait beaucoup trop de monde, et ça reste très peu probable. Et pour voter, le plus simple, c'est d'aller au bureau de vote ou d'envoyer son vote par la poste. Think Simple, c'est exactement le message que je voulais faire passer. C'est que aujourd'hui, notre système, il paraît peut-être un petit peu archaïque, mais n'importe qui est capable d'avoir confiance en lui. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en cryptographie et puis 10 années d'expérience dans les protocoles de vote électronique pour avoir confiance dans le fait que c'est sûr ou pas, qu'on peut frauder ou pas. Il suffit de savoir additionner 12 et 38, et donc à la fin, on peut s'assurer que les comptabilisations de vote ont été faites correctement. Voilà. Et c'est peut-être là qu'il y a le plus gros danger en termes de vote électronique. C'est peut-être pas forcément relié à la sécurité informatique à proprement parler, mais dans la confiance qu'on pourrait avoir dans le système si un doute venait à s'assigner après un résultat. Non, il a été signé sous forme électronique. Excellente question. Je suis d'accord. C'est du bas 64. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans la salle. Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, merci infiniment. On arrive donc au terme de cette partie conférence pro. Donc on a essayé, le temps était court à disposition, mais on a essayé avec quelques conférences de vous donner un petit peu un aperçu des mythes et réalités du numérique. En tout cas, dans certains domaines, c'est un sujet qui pourrait se discuter de manière infinie.